Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une période de transition qui est à la fois fondamentale et assez paradoxale dans l'histoire grecque. Le IVe siècle avant notre ère. C'est un siècle qui commence sur les ruines de l'impérialisme athénien pour se terminer sur la domination d'un royaume qu'on voyait alors comme périphérique, la Macédoine. Ensemble, on va essayer de décrypter les mécanismes de cet effondrement. La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment les cités grecques, qui avaient quand même réussi l'exploit de résister à l'immense empire perse, ont-elles pu s'épuiser à ce point dans des conflits internes, au point de finalement succomber à une puissance extérieure? Pour trouver le début d'une réponse, il faut remonter en 404 avant Jésus-Christ, juste à la fin de la guerre du Péloponnèse. En 404, c'est la défaite d'Athènes. Ça met fin à presque un siècle d'hégémonie. Mais attention, loin d'apporter une paix durable, cette chute va créer un énorme vide politique. La question qui se pose alors est simple. Qui va dominer le monde grec? C'est le début d'une ère de compétition absolument féroce pour le pouvoir. Sparte, la grande gagnante de la guerre, se présente évidemment en libératrice face à ce qu'elle dénonçait comme l'impérialisme athénien. Sauf que sa politique va se révéler très agressive. Un peu partout, son général Lysandre impose des gouvernements oligarchiques qu'on appelle les décarchies, tous dirigés par des partisans de Sparte. L'exemple le plus connu, c'est le régime des 30 tyrans à Athènes, qui va se distinguer par une violence et des purges politiques terribles, ce qui va très vite discréditer cette nouvelle hégémonie spartiate. Et cette fragilité, elle est confirmée par ce qu'on appelle la paix du roi, en 386. Pour réussir à asseoir son autorité en Grèce, Sparte est obligée de négocier avec son ennemi toujours, le grand roi de Perse. Le prix à payer est très lourd. Les cités grecques d'Asie mineure, celles-là même pour qui les guerres médiques avaient été menées, sont carrément rétrocédées aux Perses. C'est un retournement de situation historique qui montre bien à quel point la domination de Sparte était précaire. Ce compromis avec les Perses, ça révèle surtout l'incapacité de Sparte à stabiliser seul le monde grec. C'est là que s'ouvre une période que les historiens appellent joliment la valse des hégémonies. C'est une période d'instabilité chronique où différentes cités vont essayer, chacune leur tour et sans jamais y parvenir, d'imposer leur leadership par la force. Cette chronologie, elle illustre parfaitement cette instabilité. Regardez, la domination spartiate est sans cesse contestée et elle s'arrête net en 371. C'est Thèbes qui prend le relais, mais son hégémonie est encore plus courte. Elle s'effondre au bout de 9 ans seulement. Après 362, plus aucune cité n'est vraiment en mesure de revendiquer la première place. C'est un état de guerre civile quasi permanent qui va tout simplement épuiser les cités grecques. Et c'est dans ce contexte de guerres incessantes qu'une puissance jusqu'ici plutôt secondaire, Thèbes, en Béotie, va connaître une ascension fulgurante. Et cette montée en puissance, elle est incarnée par un seul homme, le stratège Épaminondas. C'est lui qui va infliger à Sparte une défaite militaire qui va avoir un écho retentissant. La clé de la victoire de Thèbes, à Leuctrès, en 371, c'est une innovation tactique majeure, l'ordre oblique. Plutôt qu'un choc frontal classique, Épaminondas va masser ses meilleures troupes sur son aile gauche, juste en face de l'élite spartiate. Cette aile, surrenforcée, attaque en premier. Son but, percer le front adverse à un point décisif. Une fois la brèche ouverte, le reste de l'armée peut s'engager pour envelopper et anéantir un ennemi complètement désorganisé. C'est une vraie révolution dans l'art de la guerre de l'époque. Le problème, et cette citation le souligne très bien, c'est que la puissance de Thèbes est structurellement très fragile. En fait, elle repose presque exclusivement sur le génie militaire et politique de ce seul homme, Épaminondas. Et donc, logiquement, quand il est tué au combat à Mantinée en 362, l'hégémonie thébaine s'effondre avec lui. Le monde grec se retrouve alors plus divisé et plus affaibli que jamais. Et c'est justement dans ce vide de pouvoir que va émerger un acteur totalement inattendu. Pendant que les grandes cités du Sud s'épuisent en guerre fratricide, un royaume de la périphérie du monde hellénique, la Macédoine, va, tout doucement, bâtir les fondations de sa future domination. Il faut bien comprendre que la perception que les Grecs avaient de la Macédoine était assez ambivalente. Pour eux, c'était un royaume un peu semi-barbare, dont l'hellénicité était même parfois contestée, un royaume politiquement instable et militairement négligeable. Mais cette vision était dangereusement dépassée. À partir de 359, le nouveau roi Philippe II va entreprendre une réorganisation en profondeur de son État et de son armée et le transformer en une puissance redoutable. Le cœur du succès de Philippe, il est là, dans ses réformes militaires. Il ne se contente pas de copier la fameuse phalange hoplitique, il la transforme. Il l'équipe de la sarisse, une lance beaucoup plus longue, qui crée un mur de piques quasiment impénétrable. Mais surtout, il combine cette phalange avec une cavalerie lourde d'élite, les fameux compagnons, et des troupes légères. Il crée ainsi une armée interarmes, bien plus flexible et bien plus puissante que celle des cités. Avec cet outil militaire exceptionnel entre les mains, Philippe va mener une politique d'expansion très méthodique. Il va alterner la diplomatie, la corruption et la guerre ouverte pour s'immiscer petit à petit dans les affaires grecques et soumettre les cités, les unes après les autres.
Philippe sait aussi se montrer absolument impitoyable. En 348, quand la cité d'Olynte, qui était pourtant alliée d'Athènes, essaie de lui résister, il la prend d'assaut, la rase complètement et réduit toute sa population en esclavage. L'événement a un retentissement immense et il sert d'avertissement terrifiant à tout le monde grec. Face à cette menace macédonienne, l'opinion publique athénienne va se diviser profondément. C'est très bien illustré par l'opposition entre deux grandes figures intellectuelles de l'époque. D'un côté, on a l'orateur Démosthène, qui, dans ses discours très virulents qu'on appelle les philippiques, ne cesse de dénoncer l'impérialisme de Philippe et d'appeler à une résistance sans concession. Et de l'autre côté, on a le rhéteur Isocrate, qui lui voit au contraire en Philippe le seul leader capable de réaliser le vieux rêve panhellénique, unir enfin les Grecs pour une grande guerre de vengeance commune contre l'Empire perse. Au final, c'est la ligne dure de Démosthène qui va l'emporter. Athènes et Thèbes, les vieilles rivales, vont former une sorte de coalition de la dernière chance pour essayer de stopper l'avancée macédonienne. La confrontation finale devient alors inévitable. Et c'est elle qui va sceller le destin du monde grec pour les siècles à venir. L'année 338 avant notre ère, voilà une date qui marque une rupture fondamentale. C'est la bataille de Chéronée. L'armée macédonienne, où le tout jeune Alexandre commande l'aile gauche de la cavalerie, inflige une défaite absolument écrasante à la coalition grecque. C'est la fin. L'ère de la cité-État indépendante, la fameuse police, est terminée. Mais Philippe, en grand vainqueur, ne se comporte pas en tyran. Il va mettre en place une structure politique absolument brillante pour contrôler la Grèce, la Ligue de Corinthe. Officiellement, c'est une alliance des cités grecques, une symmachie, pour garantir une paix commune. Mais dans les faits, les cités prêtent serment à Philippe qui est désigné hégémone, c'est-à-dire commandant en chef. C'est un protectorat qui ne dit pas son nom, un véritable chef-d'œuvre de réal politique. Et en 336, alors que tous les préparatifs pour l'invasion de l'Empire perse sont lancés, Philippe est assassiné dans des circonstances qui restent assez troubles. Il laisse à son fils Alexandre un héritage sans précédent, un royaume unifié et surpuissant, une armée sans égale et une Grèce soumise, prête à servir de tremplin pour la plus grande conquête de toute l'Antiquité. On peut donc conclure en se posant cette question. La fin de l'indépendance des cités, est-ce que c'était une sorte de fatalité historique, le produit inévitable de leur division suicidaire et de leur incapacité à créer un ordre stable? Ou bien est-ce avant tout le résultat du génie politique et militaire d'un homme exceptionnel, Philippe II? C'est cette tension entre l'échec d'un modèle politique et l'intervention d'un acteur extérieur qui reste vraiment au cœur de la compréhension de cette période charnière.